Cela fait maintenant 100 ans que dans ce quartier du Prado, au sud de Marseille, un hôpital au destin singulier a été fondé. L'hôpital Saint-Joseph est né de la détresse des lendemains de la Première Guerre mondiale. Il entretient depuis une relation très particulière avec sa ville, une relation affective. Un Marseillais sur 3 naît aujourd'hui entre ses murs. Cela crée des liens. C'est un hôpital qui a je crois, une place un petit peu particulière dans le cœur des Marseillais. Cette longue histoire s'est bâtie sur des piliers solides. Une trilogie toujours la même, génération après génération. Des patients, une équipe soignant-dirigeant et des citoyens qui soutiennent l'hôpital par leurs dons. C'est à la fois un grand hôpital privé, mais c'est aussi un hôpital qui est resté à taille humaine parce que les gens interagissent entre eux, les personnels se rencontrent encore. Il y a cet esprit un peu joséphien qui persiste, je crois. Effectivement, venir travailler à Saint-Joseph, c'est pas venir travailler dans n'importe quel établissement de santé. Ça peut paraître un peu pompeux de dire ça, mais malgré tout, il y a quand même un esprit un peu familial. 100 ans après, qui aurait cru que Saint-Jo, comme le nomment affectueusement les Marseillais, serait encore là, tenant bon la barre, en pleine tourmente de la pandémie. Avancez! On va se mettre sur le fauteuil, là. Je veux m'asseoir. Oui. Et ils sont équipés parce que il paraît que je l'ai le chose. Comment on appelle ça? Ce chose mal. Être de son temps, aller de l'avant, c'est ce qui a toujours animé l'hôpital Saint-Joseph. Du boulevard de Louvain au boulevard Rabateau, du boulevard Latil à l'avenue du Prado, c'est un quartier entier qui s'est dessiné au fil des décennies. Oui, c'est un quartier dans le quartier quasiment. Et c'est un hôpital qui a beaucoup grossi. Il y a de gros projets de rénovation architecturaux. Un des grands enjeux, c'est de réussir ce qu'on appelle, nous, le schéma directeur, c'est-à-dire l'évolution de l'architecture de l'hôpital. Parcourir le dédale des pôles aux architectures variées, traverser les allées et jardins, c'est faire un voyage à la fois géographique et historique. Buès, de Vernejoul, Fouques, Rastoin, Sainte-Monique, c'est à travers ces noms que l'histoire de l'hôpital s'écrit et se raconte. Le premier bâtiment dont on va raconter l'histoire porte le nom du fondateur de l'hôpital, l'abbé Fouques, le bienheureux abbé Fouques. Il a consacré sa vie à créer des œuvres pour les déshérités. Cette institution, ouverte à tous, offre des soins gratuits à une époque où la sécurité sociale n'est même pas encore un projet. On prenait des malades sans prise en charge. À ce moment-là, le malade venait et on avait donc même le jeudi, le matin, venaient des gens qui se trouvaient mal ou qu'on trouvait mal dans la rue ou quoi. Il y avait une équipe de docteurs déjà pour orienter. Et quand il fallait les hospitaliser, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est la maison de Saint-Jean-de-Dieu qui les prenait pour la nuit. Aujourd'hui, l'abbé Fouques est un peu la légende de l'hôpital Saint-Joseph. Il est surtout celui qui a donné la direction philosophique à laquelle l'institution est restée fidèle. C'est-à-dire un grand hôpital humaniste, fier de ses valeurs. L'abbé Fouques a mis à l'eau un pointu de Marseille et qui est devenu, par la sympathie, le dévouement de toute l'équipe, un magnifique paquebot voguant sur le plus bel océan du monde, l'océan de la charité.
commence en 1905. Le couvent du Prado est mis en vente au tribunal civil de Marseille. L'abbé Fouque voit tout de suite le parti qu'il pourrait tirer de ce vaste établissement pour ses œuvres présentes et futures. Sans le sou, il va trouver une dame fortunée et charitable, Madame Jacques. Séduite par la pertinence du projet et surtout par l'indéfectible enthousiasme de l'abbé, elle accède à sa demande. Disposant désormais de ce bâtiment, l'abbé Fouque songe immédiatement à y fonder un hôpital. Les travaux débutent en 1920. Le 20 mars 1921, l'hôpital Saint-Joseph est inauguré et baptisé par Monseigneur Joseph-Antoine Fabre. Je ne te demande ni ta nationalité, ni ta religion. Tu es malade, ça me suffit. Au démarrage, il avait une ambition, c'était de soigner des gens qui n'étaient pas soignés auparavant, en fait, parce que ça répondait à un besoin vraiment très important de la population marseillaise. Il avait aussi compris que l'État ne pouvait pas tout et qu'il fallait s'entourer de gens de bonne volonté autour de lui pour essayer de construire quelque chose qui était différent de l'hôpital public, mais qui devait non pas se substituer à l'hôpital public, mais à côté de l'hôpital public, remplir sa mission d'intérêt public. Dès la première année, l'hôpital est un succès. Il assure plus de 6000 hospitalisations gratuites et devient un acteur majeur de la santé de la ville de Marseille. Cette réussite est une parfaite illustration de la devise chère à l'abbé Fouque. Tout est possible à celui qui croit. Pour les vrais Marseillais, Saint-Joseph, c'était tout de suite relié à l'abbé Fouque. Et ça a été un peu remis en première ligne avec la béatification 2016. Aujourd'hui, tout en haut du bâtiment Fouque, au 5e étage, se trouve la cardiologie médicale, notamment un service de soins intensifs qui vient tout juste d'être rénové et modernisé. Alors, les résultats? Je me demande ce que vous faites là, d'ailleurs. N'est-ce pas? Je me pose la question aussi. Écoutez, on est deux à se poser la question. Oh écoutez, le personnel est très gentil, on est très bien, on mange très bien, c'est déjà une bonne chose. Puis non, tout le monde est très attentionné, c'est super. Enfin, c'est super, dans la mesure où dans un hôpital, ça peut être super, n'est-ce pas? Mais non, non, ça se passe très très bien. La perfusion, ça va aussi? C'est parce qu'il a toujours mis le patient au cœur de ses préoccupations que l'hôpital a voulu créer le Centre de la Femme. Il est situé au rez-de-chaussée du bâtiment Fouque. L'existence de ce service, c'est un peu un retour aux sources pour l'hôpital. À l'origine des œuvres de l'abbé Fouque, des foyers historiques dédiés aux femmes, et notamment l'œuvre de protection de la jeune fille. C'est un centre donc, qui a vu le jour grâce à des mécènes. C'est un lieu où les gens se sentent bien, puisqu'on a essayé de faire un endroit accueillant, avec un jeu de lumière et d'ombre chinoise. C'est un endroit destiné vraiment à la femme, où nous œuvrons en fait pour qu'elle puisse avoir d'une part des consultations gynécologiques, chirurgicales. Nous avons 13 médecins qui consultent dans ce centre. Nous venons d'acquérir 2 nouveaux mammographes de dernière génération qui nous permettent d'augmenter le nombre de patientes prises en charge dans le dépistage du cancer du sein. Nous pouvons également réaliser des échographies pelviennes avec du matériel de dernière génération, ce qui nous permet en fait d'avoir une équipe autour de la femme pour toute l'imagerie gynécologique. Si l'hôpital Saint-Joseph est aujourd'hui ce qu'il est, il le doit au dynamisme et au dévouement de l'abbé Fouque,
mais également à celles et ceux qui l'ont entouré. Les Sœurs de la Présentation de Tours se sont en particulier engagées corps et âme dans ce projet ambitieux, à la démesure de l'abbé. Nous étions donc un groupe de sœurs responsables de l'hôpital. Il y avait des sœurs à la cuisine, il y avait une sœur au laboratoire, il y avait 2 sœurs à la radio, et on faisait le travail du matin au soir et la nuit quand on avait des gros malades. Face à l'ampleur de la tâche, l'abbé trouva les mots justes pour les encourager dans leur mission. Nous avons beaucoup de travail, de grands projets à exécuter, mais je n'ai pas de fonds à vous donner. Nous assurons la vie courante, le bon Dieu y pourvoit et la divine providence ne nous a jamais manqué. Et c'est grâce à l'abnégation de ces sœurs que l'hôpital a pu tenir ses engagements. J'ai pu donner à fond mon besoin d'entourer les autres. Parce que vraiment, au fond de moi, c'était ce que je voulais faire. Voilà, que mon temps soit pour apaiser les malades et les familles. Cela n'était donc qu'un juste retour des choses que le bâtiment, qui voit naître chaque année des milliers d'enfants, porte le nom d'une sœur de la Présentation, Sainte Monique. Le bâtiment emblématique de la maternité, c'est Sainte Monique. Sainte Monique, on n'avait pas besoin de dire que c'était l'hôpital Saint-Joseph. C'était Sainte Monique. Et c'était une maternité très en avance. Le bâtiment était très en avance. Il y avait des chambres, toutes les chambres avec des balcons. C'était déjà le top. Les gens voulaient accoucher à Sainte-Monique. La maternité Sainte-Monique, inaugurée en 1967, est aujourd'hui l'une des toutes premières maternités de la région provençale, avec le pôle parents-enfants. 2006, c'est l'ouverture du PPE, donc de ce bâtiment un peu spécial, puisqu'il va être là pour faire rentrer les papas à l'intérieur de ce monde. Encore un peu pour l'épaule. Et super. Allez, venez l'attraper. Vous la tenez ? Ouais. C'est bon. Félicitations. Ça lève le bras. Ça va ? Merci beaucoup. Vous avez pas mal ? Non. Oh, petit bébé. Ah oui ? Je remercie vivement le personnel de la maternité de Saint-Joseph, de nuit comme de jour. Je souligne votre professionnalisme, votre bienveillance envers nous, bien cordialement, Julie et Jérémy. Il est né avec pratiquement 4 semaines d'avance, donc au début il n'avait pas en fait le réflexe en fait de succion et il savait pas comment faire, il n'avait pas forcément la force, etc. Et du coup les sages-femmes, les premiers jours, elles nous ont vraiment la première nuit et le lendemain, elles sont passées mais jusqu'à une demi-heure avec nous pour nous montrer différentes positions, pour le stimuler et à la fin en fait ça a fonctionné et maintenant ça fonctionne super. Et je pense que si du coup il n'y avait pas eu cette persistance des sages-femmes, honnêtement, je pense que ça aurait pas fonctionné. Tout va bien aller. On est bon ? Et il nous manque juste le body. Il est en dessous, ouais. Venez, on enlève juste la serviette comme ça, il a pas froid. Ça fait partie de notre boulot en fait. Les rassurer, leur dire qu'ils vont y arriver, qu'ils sont au top et que, en fait, du moment qu'ils ont tout ce qu'il faut pour partir, c'est juste l'amour et leur autonomie. C'est pour ça aussi qu'on les laisse rentrer assez tôt. C'est pour qu'ils puissent s'autonomiser et être super à l'aise d'eux-mêmes. Parce qu'ici, ils comptent vachement sur nous, mais nous, on veut leur montrer qu'ils en sont capables même sans nous. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est en partie la bienveillance, les rassurer et leur apprendre les premiers gestes. Il est beau, hein ? C'est un papa qui nous l'avait fait. Il y a quelque chose de troublant dans cet établissement. En passant d'un bâtiment à l'autre, en longeant les couloirs, en poussant les portes des services, la déambulation conduit de la maternité aux soins palliatifs. La force de réussir, et vous savez... Le fait qu'un hôpital associe une maternité avec un soin palliatif est effectivement quelque chose qui nous trouble.
obligatoirement. Et en même temps, je prends en charge le patient de sa naissance à sa mort. Mais tout ça cohabite. Des bénévoles, dont fait partie sœur Marie-Pierre, viennent une fois par semaine discuter et passer du temps avec les patients de ce service. Une relation qu'ils entretiennent avec l'hôpital depuis des années et qui ajoute de l'humanité aux soins. Et le cœur qui aime, on ne peut pas s'arrêter. Et ça se présente d'une autre façon, mais ça continue. On continue la route. Ouais. Parce que finalement, on est fait pour ça. Pour continuer à être ensemble, dans la joie, dans l'amour. Voilà. Allez, on se fait un grand sourire. Hein? Des parents, des patients, des soignants et des citoyens, cette aventure humaine n'aurait jamais pu s'écrire sans les industriels, les commerçants et les familles marseillaises attachées à cette institution. Les dons et les legs ont permis au fil des ans l'aménagement et le bon fonctionnement de l'hôpital. Parmi les donateurs, il y a eu la grande famille marseillaise Rastoin, qui a joué depuis la fin de la Première Guerre mondiale un rôle de premier plan dans la vie économique et sociale de Marseille et de la région. Édouard Rastoin, patron des huileries et président de la Chambre de commerce, a soutenu l'hôpital Saint-Joseph tout au long de son expansion. Il est même devenu le président de son conseil d'administration dans les années 50. Aujourd'hui, le bâtiment Rastoin est un pôle important qui fait rayonner la recherche clinique, notamment en gastro-entérologie. Le docteur Bourlière, expert reconnu internationalement, a développé ses études scientifiques réalisées sur la personne humaine à un haut niveau. Marc Bourlière et toute son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, mais c'est vraiment la locomotive du projet initialement. Oui, ils ont construit un outil extrêmement performant de publication. Ils ont un nombre d'études cliniques incroyables. C'est un service connu et reconnu dans les pathologies, notamment dans l'hépatite C. Enfin, c'est un fleuron de l'hôpital. La recherche clinique, c'est une opportunité pour des patients de bénéficier de traitements innovateurs qui vont arriver sur le marché d'ici quelques années et d'être les pionniers de ces traitements. Et donc c'est une alternative thérapeutique qui peut être plus efficace, moins contraignante. Et c'est toute la beauté de la recherche clinique, c'est qu'on avance, on est un pied dans le futur. Et c'est tout ce qu'il y a de plus passionnant parce qu'on peut voir tout ce qui va arriver dans quelques années sur le marché. Donc on a commencé petit. Il y avait Monsieur Bourlière, point barre. Puis lui, il y a une infirmière qui est arrivée, plus moi qui est arrivée en 1999. Et grâce à tout ça, ça a donné une espèce d'impulsion aussi au niveau de la direction, pour faire connaître la recherche clinique et sa vitrine aussi, parce que la recherche clinique, ça permet d'avoir une certaine attractivité au niveau de la région, parce qu'on sait que là, dans cet établissement, il y a des nouveaux traitements. Donc du coup, c'est une formidable impulsion aussi pour les autres médecins de se dire nous on y va aussi parce que proposer quelque chose de chouette, de nouveau, d'innovant et qui va peut-être révolutionner la prise en charge des maladies, c'est important. Si le médecin aujourd'hui est tout seul et n'est pas accompagné par un service de recherche clinique qui est organisé par l'établissement, le médecin ne pourra jamais faire de la recherche aujourd'hui tout seul. Et ça, c'est très important d'avoir réussi à l'hôpital Saint-Joseph à structurer un département de recherche clinique qui est très musclé et très dynamique et qui permet aujourd'hui à des médecins de faire des publications reconnues internationalement. Cette recherche clinique de pointe est rendue possible grâce à l'action de la Fondation Saint-Joseph. Reconnue d'utilité publique, elle est habilitée à percevoir des dons et legs de particuliers ou d'entreprises afin d'accompagner le développement de l'hôpital.
Alors, lorsque l'abbé Fouque a eu l'idée de créer ce grand hôpital gratuit ouvert à tous, il a effectivement appelé les personnes qui avaient des moyens. C'était à l'époque de l'explosion de l'Empire colonial et donc de l'explosion de Marseille. Et donc, ce sont toutes ces familles, armateurs, huiliers, autres industriels, qui ont apporté au départ l'argent nécessaire pour permettre le développement, acheter les murs et permettre le développement qui physiquement était d'acheter des lits pour pouvoir accueillir les personnes. Progressivement, la structure des donateurs s'est agrandie. D'une part, toujours des descendants des familles, des nouvelles personnes qui sont arrivées sur Marseille. Développement aussi du mécénat. Là, c'est du mécénat d'entreprise qui n'existait pas à l'époque. Et enfin, et surtout, et j'y insiste énormément, la totalité des Marseillais qui, progressivement, ont apporté des sommes qui permettent à l'hôpital de se développer, d'investir dans la recherche, dans le développement et aussi dans les nouvelles technologies. Pour un médecin, c'est fabuleux de pouvoir avoir dans son établissement des gens qui réfléchissent à pouvoir amener l'investissement qui permet de concrétiser ces innovations. Le bâtiment Robert de Vernejoul et les services qu'il abrite est un très bon exemple de ce à quoi la Fondation peut œuvrer. Si Robert de Vernejoul, célèbre chirurgien décoré de la Légion d'honneur et grand admirateur de l'abbé Fouque, entrait aujourd'hui dans ces bâtiments, il serait fasciné par ce qu'il y découvrirait. Alors le bloc il a beaucoup évolué ces dernières années. On a de plus en plus recours à des nouvelles technologies, à la chirurgie robotique, comme à la chirurgie assistée par des nouvelles technologies de radiologie. Et c'est pour ça qu'on a la chance à l'hôpital Saint-Joseph d'avoir une salle hybride. Une salle hybride, c'est une salle qui nous permet d'avoir une résolution d'imagerie médicale bien plus forte et surtout une synchronisation des images avec les scanners que les patients ont fait en amont de l'intervention. On a aussi de la chirurgie robotique, et la chirurgie robotique, là, c'est de la chirurgie qui est robot-assistée et qui permet au chirurgien d'avoir un geste beaucoup plus fin, beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, et qui permet d'avoir une précision du geste qui est encore bien plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant. Voilà, donc ça, c'est toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées au bloc opératoire ces dernières années. L'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir diminuer le plus possible le temps d'hospitalisation des patients. Et pour pouvoir diminuer le temps d'hospitalisation des patients, il faut qu'on soit le moins délabrant possible. Et l'utilisation de ces machines, de ces robots, ça permet justement d'être beaucoup plus fin au niveau de la technique chirurgicale et donc d'être moins délabrant au niveau de l'atteinte tissulaire des patients. Et grâce à ça, ça permet d'avoir des patients qui se rétablissent beaucoup plus rapidement et puis qui peuvent rentrer plus rapidement chez eux aussi. On essaie de réduire ou de supprimer une fuite de la valve mitrale. Donc c'est quelque chose qui, en chirurgie, correspondait à la mise en place d'un fil. Et là, qui nécessitait toute une intervention lourde. Et là, ça se fait sans aucune incision, sans rien. Ils vont rester seulement 3 à 5 jours à l'hôpital et rentrer directement à la maison surtout. Et sans la fatigue qu'occasionne une lourde procédure chirurgicale. Lorsqu'on demandait au docteur de Vernejoul de parler de ce qui l'animait, il répondait « soulager et guérir ». Pour ce technicien de grande classe qui contribua à l'excellence au niveau européen de la chirurgie cardiovasculaire, la tâche du médecin n'avait de sens que par le service qu'il pouvait rendre aux malades. L'atténuation de la peine des hommes, le partage de leurs souffrances furent le moteur essentiel de sa vocation. C'est évidemment au centre des préoccupations des directions du conseil d'administration et donc par ruissellement de tous les soignants qui vont être amenés à travailler à Saint-Joseph.
C'est une préoccupation permanente dans tous les projets de service, dans tous les projets médicaux, paramédicaux, de mettre le patient au centre du projet. Le bilan sanguin, ça va si je vous le fais ici? Ah oui. Aujourd'hui, on sait très bien que pour être efficace et efficient, l'organisation médicale, elle doit bénéficier du travail en équipe. Le rôle, je crois, de l'établissement, c'est de s'occuper de ses personnels et de ses soignants pour qu'ils se sentent bien, et c'est en se sentant bien qu'ils font du bien à leurs patients. On va mettre les gouttes. Oh, oui. D'accord? Oui, bien. Et puis? Et puis, c'est fini. Et puis, c'est fini. Ça va? Oui, impeccable. C'est comme on Ça dit pique ici. pas? Oui, très bien, merci. Voilà. Tout va bien? Oui, tout va bien. Très bien. Merci. Oui? Oui, très bien. C'est très agréable de venir travailler dans un lieu de travail où on s'entend bien entre les différents membres d'une équipe. Je pense qu'on est dans une profession où il faut qu'il y ait un soutien entre les professionnels, parce que c'est vrai qu'on vit des moments des fois qui sont psychologiquement pas faciles. Il faut pas oublier quand même que les infirmiers, les aides-soignants, même tous ceux qui travaillent à l'hôpital sont quand même confrontés au décès. Et le décès, c'est jamais facile à gérer. Donc le fait qu'on ait une entraide en permanence et un bon esprit d'équipe, je trouve que c'est porteur. Effectivement, venir travailler à Saint-Joseph, c'est pas venir travailler dans n'importe quel établissement de santé. On vient pas juste à la clinique faire nos soins, repartir, travailler au cabinet derrière. Il y a quand même un esprit de famille qui fait qu'il y a une solidarité entre soignants, qu'il y a une solidarité entre les différents services pour aller tous dans le même sens. Et l'objectif principal, c'est de soigner les gens le mieux possible. Quand on parle de famille, on ne peut s'empêcher, à l'hôpital Saint-Joseph, d'évoquer le bâtiment Buès. Un souvenir éternel marqué dans la pierre, du legs d'une mère, Madame Buès-Bérard. Elle a voulu rendre hommage à son fils unique, tombé sur le front aux Éparges en 1916. Alors le bâtiment Buès, c'est aujourd'hui le plus vieux bâtiment de l'hôpital, puisque tous les autres bâtiments anciens ont été rasés pour donner naissance à des bâtiments plus récents et plus modernes que le bâtiment Buès. L'entrée, pratiquement, le premier étage, c'est effectivement le service d'endocrinologie. Et une grande partie de l'hospitalisation en endocrinologie, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en hospitalisation de jour, c'est justement permettre aux patients d'être éduqués sur leur prise en charge. En particulier pour les patients insulinodépendants, à qui on va expliquer comment on se prend en charge tout seul, comment on utilise les nouveaux capteurs connectés qui calculent la dose nécessaire, mais tout ça, il faut que le patient l'ait bien compris. Et l'activité sommeil, donc l'activité sommeil qui permet en fait de maintenir une glycémie beaucoup plus basse, hein, donc la cible est plus exigeante, à 120, ce qui vous permet de vous réveiller le matin en normoglycémie et plus ou en hypo ou en hyper. Ce qui est un énorme confort pour vous, de se réveiller le matin en normoglycémie. Hein. Voilà, donc du coup là... C'est la météo du matin. La bonne météo du matin. Voilà. C'est un service un peu pilote sur le pancréas artificiel. Les patients ont des capteurs. Ce capteur détermine lui-même le taux de glycémie et envoie la dose d'insuline sans que le patient ait à se piquer 3 fois par jour, adapter sa dose, mesurer combien, avec sa petite seringue, combien il allait se faire d'insuline. Et on sait qu'on est en mode sommeil parce qu'on a le petit nuage avec les Z pour dire qu'on dort. Donc activité, exercice, démarrer. Voilà. Et on a le petit bonhomme là qui prouve qu'on est en train de faire du sport. Voilà. Oui, on est complètement acteur de notre maladie. Parce que là, ça fait des petits moments où on se resensibilise à certaines choses et tout, mais le reste du temps, on est seul à la maison avec notre diabète. Donc
C'est pour ça que c'est bien aussi de se rencontrer. Parce que moi, je m'aperçois que j'ai une manière de gérer mon diabète qui est différente de celle de Youssef ou de Hugues. Et donc, il vous reste quand même un boulot à faire, c'est d'annoncer à la pompe que vous mangez, parce que ça, elle ne peut pas le deviner. Et c'est pour ça qu'il faudra rentrer les glucides. L'importance... Alors, quand je suis arrivée il y a 20 ans maintenant, il n'y avait pas de poste dédié à temps plein à l'éducation thérapeutique, et puis elle n'était pas encore légiférée comme elle l'est maintenant. Et il se trouve que notre direction se sent plutôt concernée par l'éducation thérapeutique. On a la chance d'être 2 infirmières à temps complet dédiées à l'éducation thérapeutique. Ce qui veut dire que, alors on est transversales toutes les 2 sur l'hôpital, on va dans tous les services, en étant attachés à plusieurs services spécifiques. Mais par contre, si on a besoin de passer 10 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure avec une personne, on a cette possibilité-là. Et en fait, on s'est rendu compte, alors dans certaines pathologies, ça fait longtemps que nos programmes existent, et donc du coup on a un retour et un recul du bénéfice que ça a amené aux patients, et on s'est rendu compte que les gens étaient plus observants, c'est-à-dire qu'ils prenaient mieux leur traitement, parce qu'ils comprenaient ce qui se passait dans leur corps, qu'ils arrivaient mieux à gérer, de vivre avec, donc du coup il y a beaucoup moins de consultations d'urgence et un meilleur suivi médical, et surtout une amélioration de la qualité de vie. Pour finir cette exploration dans l'histoire des bâtiments, nous nous rendons au dernier étage du bâtiment Bues, dans le service de chirurgie cardiaque. Tout un symbole pour un hôpital qui a à cœur de prendre soin des autres. Soufflez, videz. Très bien. Allez, encore. Soufflez par la bouche, videz. Allez, prenez par le nez. Vous êtes dans le service du bâtiment Bues 5e étage de la chirurgie cardiaque qui compte un couloir de 32 lits. Donc qui est un grand couloir, mais ce qui est très bien pour faire la rééducation de nos patients opérés du cœur. Donc 32 lits qui sont télémétrés pour la surveillance de nos patients. Donc vous avez des patients qui sont programmés ou que nous recevons évidemment dans le cadre de l'urgence. Donc une fois qu'ils sont opérés, ils vont 48 heures en réanimation et puis ils reviennent dans le service et ils sortent 8 jours après. Le souffle, ça va? Oui, oui, oui. On va retourner à la chambre comme ça. Vous voulez prendre l'attention? Tu t'occupes de qui? Madame Mastéli. je lui prends l'attention, puis après je te rejoins. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Ok, moi je vais voir Monsieur Colonna. Ça va aujourd'hui? Ça va. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, ça Oui. va. Vous avez bien mangé? Vous avez bien déjeuné? Oui, merci. Allô, Monsieur Colonna, comment ça va? Ça va, écoutez. Vous avez eu l'examen? Oui, j'ai passé l'examen ce matin. hein. Ouais, et du coup, vous avez des nouvelles pour la sortie? Mais le médecin est passé, il attend les résultats. D'accord, je vous laisse vous cacher sur votre tablette. Oui, merci. Ils sont aux petits soins du patient, ils ont y a rien à dire. Oui, ils sont accueillants, dès qu'on a besoin de quelque chose, ils sont là. Il n'y a aucun... Moi, personnellement, j'ai rien à dire. Sur ça, j'en suis très content. Mais bon, j'aime aussi retourner en Corse pour voir ma fille et ma femme, quoi. Quand j'étais élève infirmière, c'était les infirmières qui me valorisaient et qui me disaient plus tard t'es autonome, c'est bien, tout ça. Et je me suis dit quand je vais devenir infirmière, qui va me valoriser, qui va m'élever, qui va me faire venir. Et en fait, je me rends compte que chaque jour les patients me complimentent sur le travail et ils sont contents notamment de moi parce qu'ils me le disent à moi, mais ils sont contents aussi de toute l'équipe soignante, quoi. Ce service de chirurgie cardiaque, il est important parce que l'histoire de la chirurgie à Saint-Joseph, elle est intimement liée à la chirurgie thoracique et cardiaque, et la chirurgie thoracique également, puisque un des élèves du professeur de Vernejoul, qui était un membre imminent de l'hôpital Saint-Joseph à ses débuts, avait comme élève un chirurgien thoracique qui s'appelait le docteur Métras et qui a apporté beaucoup d'innovations technologiques et qui a créé le service de chirurgie thoracique de l'hôpital Saint-Joseph. Il a passé l'ablation des électrodes là? Oui, oui. Vous avez fait mal, j'espère? Non, là, c'était une infirmière roumaine là, Ouais. qui a été d'une délicatesse. Ça a presque effacé le souvenir
des drains. Ok, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de problème, tout marche bien. Super. Je peux enlever tous ces trucs-là alors maintenant? Quand est-ce que vous sortez, vous? Demain. Bon, normalement, c'est jusqu'à la sortie. Ah, vous voulez qu'on paraphrase Woody Allen quand même? Avec Godard est mort, Dieu est mort, et moi-même, je me sens pas très bien. J'avais un diagnostic de vie très engagé, avec presque possibilité de mort subite. Et donc j'ai été pris en charge très très vite. Ils ont été assez exemplaires. Hein. Chapeau quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont sauvé la vie quoi, tout simplement. C'est des opérations très lourdes, très complexes, et je trouve que moi je suis très admiratif et très très redevable. Le cœur ici des soignants, eh ben, il est énorme, mais je dirais dans la profession aussi, pas qu'en chirurgie cardiaque. Hein. Voilà, je pense que c'est le genre de métier où on aime les gens, on aime ce qu'on fait, même si c'est difficile dans les périodes difficiles que nous avons vécues avec le Covid. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, il faut se mettre à la place, et les gens, ça pourrait être nos familles aussi que l'on soigne. Donc il faut toujours avoir là, une empathie et de la bienveillance. Buès, de Vernejouls, Rastoin, Sainte-Monique et bien sûr Fouques. C'est grâce à eux et à tout le personnel soignant, aidant, patient, dirigeant, Marseillais et Marseillaises, que depuis 100 ans, l'hôpital Saint-Joseph n'a cessé de s'agrandir. Il est devenu un des hôpitaux privés à but non lucratif les plus importants de France. C'est sûr que quand on se retourne et qu'on regarde le début de l'hôpital Saint-Joseph, qui était un dispensaire pour accueillir les indigents, et aujourd'hui un hôpital qui est un fleuron technologique et qui permet de réaliser et de soigner les patients de la meilleure façon avec les dernières innovations technologiques. On vient de Corse, on vient des Alpes pour consulter à Saint-Joseph certaines spécialités, mais également on vient à Saint-Joseph parce que c'est l'hôpital du quartier et que l'accueil y est bien, on sait qu'on va recevoir des soins de qualité. Je crois que, sans trahir la pensée de l'abbé Fouque, c'est certainement la direction qu'il voulait que prenne son établissement. Pour que l'hôpital Saint-Joseph continue sa marche en avant, il doit pouvoir s'appuyer sur l'engagement désintéressé de femmes et d'hommes qui partagent ses valeurs. Un outil même performant n'est rien sans son capital humain. Le centenaire, c'est eux, c'est nous. Marseille vous aime, soyez heureux. Marseille est fière de vous. Vous n'avez raté aucun but. Bravo.